puisque tu as fini sur cette question de l'effectivité, je vous propose de donner la parole à Anne Saint-Laurent. Anne Saint-Laurent est directrice de l'action sociale de l'Agir Carco et elle, à travers notamment le partenariat qui s'est institué avec la Fondation Médéric Alzheimer durablement, et en particulier sur cette question de l'environnement de vie des personnes accueillies en établissement d'hébergement, je crois qu'il y a un certain nombre d'échos qui vont se trouver. Absolument. Donc, je suis... pourquoi suis-je ici déjà? Parce que l'Agir Carco sont les régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé. Ça représente au cours de la vie des citoyens 96% de la population française. Et en même temps, depuis l'origine, les partenaires sociaux qui gèrent ces organismes ont organisé une action sociale. Et dans cette action sociale, construit puis géré des établissements médico-sociaux et sanitaires, dont la plupart, comme l'ensemble des établissements en France dédiés aux personnes âgées, accueillent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà un petit peu en préambule pourquoi je suis ici. Effectivement, depuis une dizaine d'années, nous avons travaillé à la question dans ces établissements, à la fois des pratiques et des environnements. Pourquoi cette question est-elle arrivée? Parce que décider que l'on veut produire des environnements est une chose, avoir la certitude, le ressenti que les personnes qui sont accueillies trouvent que cet environnement est bienveillant en est une autre. Parmi les éléments qui ont été assez saillants des expérimentations, des recherches-actions que nous avons menées, je voudrais en parler de trois d'entre elles. La première, qui je pense sera abordée à nouveau tout à l'heure par Kevin Charras au travers du programme Alzheimer, parce que nous étions au départ de cette recherche-action qui ne portait pas ce nom à ce moment-là. Et sur ce programme visait à expérimenter des environnements, des pratiques de professionnels, des environnements plus domestiques, des pratiques de professionnels qui permettaient d'être rassurants, bienveillants. À titre d'exemple, la question de l'accès à la cuisine, qui souvent est fermée dans les unités Alzheimer, là a été ouverte avec la supposée protection qui faisait qu'auparavant c'était fermé parce qu'il y avait des ustensiles dangereux, ustensiles qui finalement existent depuis le début de sa vie. Et donc finalement, quels dangers ont-ils? Je pense aux couteaux bien sûr ou aux fourchettes. Le fait aussi de rentrer dans ces unités par un espace collectif, de ne pas rentrer par les chambres, d'avoir comme chez soi un lieu qui fait qu'on a un lieu pour recevoir et un lieu qui est privé, celui de la chambre. Un autre élément, c'est le partage du repas. Partage du repas, non pas dans une dimension hôtelière, mais dans une dimension plus domestique, où les professionnels et les personnes hébergées vont pouvoir partager un repas. Alors, si ces principes paraissent complètement idéalistes, il n'en demeure pas moins que pour les appliquer, il faut pouvoir poser un certain nombre de questions, certes de droit sûrement, mais aussi des questions relatives à l'organisation du travail, des questions relatives au choix des professionnels. Cet environnement domestique, il a pour conséquence d'avoir des comportements apaisés. J'allais dire, tant du côté des personnes hébergées que du côté des professionnels. Et c'est aussi un élément intéressant puisque souvent on oppose les sachants, les professionnels ou parfois les familles à la personne elle-même, qui peut avoir des attentes tout autres. Deuxième expérience, celle que nous avons faite au bout de plusieurs années, nous avons mené une enquête dans l'ensemble de nos établissements sur le ressenti par les personnes de la nuit, de comment se passait la nuit. Est-ce que le sommeil était perturbé? Nous pensions que ce sommeil était perturbé et qu'il fallait essayer de créer des environnements sans bruit. En fait, ce que nous ont dit les personnes hébergées, c'est que la nuit, le bruit ne les gênait pas. Donc, d'un présupposé qui était celui que la nuit, il y a du bruit, en fait,
ce besoin, cette supposée bienveillance n'était pas nécessaire a priori sous l'angle du bruit. Je ne dis pas qu'il fallait faire du bruit, hein, bien sûr, mais en tout état de cause, ce n'était pas le choix, la priorité des personnes qui étaient hébergées, ce qui nous a amené à changer aussi la manière dont on pouvait appréhender l'organisation de la nuit. Dernière expérimentation, celle attachée au déficit visuel et auditif, et en particulier visuel. On sait combien il y a des droits qui sont affichés maintenant dans les établissements, combien il y a la volonté de pouvoir faire partager les personnes accueillies, mais il y a énormément de petites choses au quotidien qui vont entraver cet accès à l'information. Je vais parler de 2 éléments. La taille des polices. Combien de documents sont écrits avec une taille des polices qui est juste illisible, et sans parler des jolies couleurs que nos outils informatiques nous permettent de produire, alors même qu'elles sont juste illisibles avec une petite cataracte. Si en plus on a une difficulté de concentration, on voit bien qu'on crée quelque chose qui devient contre-productif et même invalidant pour la personne qui essaye de pouvoir comprendre un certain nombre de messages. Je dirais que ces expériences nous ont permis de comprendre à quel point est-ce qu'il ne faut pas opposer les sachants du ressenti et du choix des personnes. Je pense que dans nos termes, il va nous falloir faire évoluer un certain nombre de vocabulaires. Les premiers d'entre eux, tout à l'heure, j'entendais la liberté d'aller et venir. Je m'efforce de me battre contre le terme de fugue. Je pense que dans cette assemblée, il est unanimement partagé, mais au-delà de cette assemblée, on est encore très loin de ce vocabulaire. Je pense que quand je sortirai tout à l'heure, personne n'expliquera que je viens de fuguer de l'auditorium. Et donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui sort d'un lieu dans lequel il vit et peut avoir envie de sortir serait en situation de fugue? Le maintien à domicile, ça, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais on sait combien est-ce que cette question du maintien pose la question aussi de la liberté d'aller et venir, contre qui et pour qui. La question du terme de patient, au sens français du terme, et pas anglophone aussi, me pose question. Pourquoi devrais-je être patiente ? Je ne partage pas ce point de vue, et j'aimerais que tout au long de ma vie, quels que soient les aléas et les situations que je puisse rencontrer, je puisse être actrice de ces choix de vie. Et j'imagine aussi que les personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées souhaitent, et je crois que c'était le sens des propos, des témoignages que tu apportais, Fabrice, être citoyens et préserver leurs droits fondamentaux jusqu'à la fin de sa vie. J'aimerais, pour conclure, apporter 2 éléments. Les expérimentations que nous avons menées laissent à penser que pour être sachant, il faut savoir douter, et que dans les droits universels de l'homme et du citoyen, il faudrait aussi pouvoir parler d'inclusion, peut-être de non-exclusion, mais en tout cas de faire société, puisque finalement c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes. Merci. Merci Anne pour avoir, avec autant de modestie et de délicatesse, fait vivre ce que Catherine Olivet appelle parfois l'éthique des petites choses ou l'éthique du quotidien, et faire tenir ensemble le partage des repas, l'environnement domestique, la prise en compte des déficits auditifs et visuels avec ses principes et ses droits.